Bienvenue au Story Lab. This is a special episode about a story from a French author and you will be in French as well. Près de tous les adventures que Jules Verne a décrits dans ses nouvelles, quelqu'un t'a déjà fait réellement. L'exception est la voyage au centre de la Terre. Donc quoi mieux pour faire un sequel 2 ? Et donc aujourd'hui on fait une voyage au centre de la Terre 2. Voilà les motifs de voyage au centre de la Terre qu'il nous faut adapter pour notre séquelle. Une théorie scientifique doit être prouvée par une mission audacieuse. Pour contourner les problèmes en cours de route, on fait appel à d'autres connaissances scientifiques. Il existe une discipline scientifique primaire. Dans l'original, il s'agit de la géologie. Un jeune narrateur nous en parle. Il est le héros de l'histoire, mais ne vit pas une saga héroïque typique où il apprend sa place dans la vie, il est plutôt une représentation du lecteur. Un type tout à fait normal qui, par sa présence, change la vie d'une autre personne. Ok, ça devrait être assez simple. Donc notre ingrédient sont un narrateur pour tout le monde. Un domaine scientifique central. Un grand projet qui mène à plus de problèmes que de solutions. Et que c'est une suite au premier livre, il doit vraiment s'agir d'une séquelle. Et voilà, voyage au centre de la Terre 2. Plusieurs décennies sont passées depuis la grande aventure du voyage sous terre. Jusqu'à présent, personne n'a pu reproduire le voyage, ni même croire qu'il avait eu lieu. Le narrateur de la première histoire, Axel Lindenbrock, est bien sûr mieux placé pour le savoir. Il y était. En même temps, il sait aussi que son oncle n'a pas pu atteindre son véritable objectif, prouver que la Terre se refroidit de plus en plus vers le centre. Entre-temps, Axel est devenu lui-même un géologue respecté et a quelques sponsors très généreux. Et il en a besoin, car Axel a un projet fou en tête. Creuser un tunnel qui mène le plus droit possible vers les profondeurs et qui, à la fin, doit même atteindre le centre de la Terre. C'est là qu'intervient notre nouveau narrateur. Son père travaille depuis des années pour des sociétés minières, pour lesquelles il fabrique des tunnels et des galeries. Axel lui a demandé s'il voulait l'aider dans son projet de tunnel vers le centre de la Terre. Mais le père était déjà occupé par d'autres missions. Au lieu de cela, il a envoyé son fils. C'est ainsi que notre nouveau narrateur arrive dans la ville où habite Lindenbrock et fait la connaissance de ce curieux personnage. Mais ce n'est pas tout, c'est la première fois que notre protagoniste se promène dans le monde des riches. Le faste, les formalités et la lourdeur sont des expériences tout à fait nouvelles pour lui. En fait, Axel semble presque normal face à ces gens. Après quelques entretiens d'introduction, Axel emmène pour la première fois notre protagoniste sur le grand chantier, pas trop loin de la ville. C'est là que commence la partie vraiment scientifique de l'histoire. Le sujet ici est toujours la géologie, mais vu sous un angle complètement différent. Il s'agit de la construction de tunnels, du soutènement, de l'excavation et de la technique pour y parvenir. Notre protagoniste prouve très vite qu'il connaît vraiment son métier, et au début, il dépasse même les scientifiques sur place. Le tunnel, pour l'instant encore creusé à la main, progresse en tout cas. Toutefois, ces progrès sont trop lents pour Axel. Il n'a certes pas adopté le tempérament colérique de son oncle, mais il a une attitude inhabituelle, mais il a développé une impatience inhabituelle de pouvoir enfin mettre ses théories à l'épreuve. Il ne tarde donc pas à convoquer notre protagoniste et à exiger que les choses aillent plus vite. C'est pourquoi Axel a acheté des perceuses que notre protagoniste doit utiliser. Notre protagoniste est un peu dépassé. Après tout, il n'a jamais rien fait de tel auparavant. Mais il passe les jours et les semaines qui suivent à acquérir les connaissances nécessaires et, après 2 échecs, il parvient finalement à faire fonctionner les machines de manière optimale. Pendant ce temps, sa vie amoureuse suit à peu près le même cours. La belle-fille d'Axel et notre protagoniste connaissent quelques échecs aussi, mais finissent toujours par se retrouver. Mais avant que notre protagoniste n'ait eu le temps de vivre pleinement cette relation, la galerie devient si profonde que les machines ne peuvent plus être utilisées depuis la surface. Tous les travaux sont alors déplacés dans le tunnel lui-même. Axel s'installe dans un bureau au milieu de la galerie. Notre protagoniste dirige toujours le chantier, mais il craint qu'Axel ne le lui arrache bientôt et ne fasse quelque chose de stupide. En effet, Axel apparaît régulièrement à l'avant du chantier et veut examiner des roches, écouter les bruits de la grotte ou autre chose, retardant à chaque fois la construction du tunnel. Pendant ce temps, les travailleurs n'ont aucun contact avec la surface, à l'exception des livraisons régulières de vivres, et ils sont donc assez surpris de voir soudain surgir devant eux quelques officiels dépenaillés,
qui enlèvent la poussière omniprésente de leurs vêtements. Apparemment, Axel a déjà largement dépassé son budget et dépensé beaucoup plus d'argent qu'il n'aurait dû. Axel insiste sur le fait qu'il est sur le point de réaliser une percée scientifique. Mais les fonctionnaires font remarquer qu'il n'a même pas encore pénétré très profondément dans la croûte terrestre, et encore moins au centre de la Terre. Axel a maintenant exactement un mois devant lui. Passé ce délai, la construction du tunnel doit être terminée. Comme c'est maintenant étroit, Axel devient désespéré. Il décide de ne pas prendre de précautions et de forer directement vers le bas, ce qui correspond à une pente d'environ 70 degrés. Notre protagoniste et d'autres ouvriers ne sont pas du tout sûrs que cela se passera bien, mais par loyauté envers Axel, ils ne veulent plus s'éloigner du projet. Les hommes réorientent la tête de forage et commencent à creuser en profondeur. Tout se passe bien pendant quelques jours, puis le malheur arrive, le tunnel derrière s'effondre. Les ouvriers sont désormais définitivement coupés du monde extérieur. Malgré tout, Axel ne veut pas abandonner et veut forer encore plus profondément. Les hommes veulent économiser leurs réserves, mais Axel affirme qu'ils trouveront assez de provisions en bas. Ils continuent donc à creuser. Et à leur grande surprise, ils finissent par percer un mur et se retrouvent dans une salle ouverte remplie de forêts de champignons. Pour le moment, ils sont sauvés. Et ils ont presque du mal à croire que toute l'histoire d'Axel était vraie. Après s'être un peu reposé, Axel annonce qu'il veut continuer le forage. Après tout, ils ne sont pas descendus d'1 mètre de plus que lors de son dernier voyage. Cette fois-ci, il y a eu une plus grande protestation, car tout le monde était d'avis qu'il valait mieux attendre dans cet endroit sur que les collègues en haut à la surface se rendent compte de ce qui s'était passé et dégagent le tunnel enseveli. Axel ne veut rien entendre et monte même personnellement sur la perceuse pour la faire fonctionner seule, ce qui a failli la casser. Notre protagoniste et quelques autres acceptent alors de continuer à forer avec Axel. Mais la majeure partie d'entre eux décide d'attendre dans les champignonnières du monde suéridien. Nous suivons donc l'équipe qui continue à forer. Ils avancent encore un peu avant de se heurter à une coulée de magma qui détruit leur foreuse et met tout le monde en danger. Axel veut bien sûr encore sauver la foreuse, mais maintenant notre protagoniste et les autres hommes s'imposent, il était temps de faire demi-tour. Axel doit déglutir, mais il se rend compte que les autres ont raison. Ils remontent donc lentement vers le haut, tandis que derrière eux, la lave bouillonne dangereusement. Notre protagoniste glisse et se blesse gravement à la jambe. Axel parvient à le sauver de justesse. Blessé comme il l'est, notre protagoniste ne peut plus diriger le groupe. Axel prend donc le commandement et fait preuve d'héroïsme en ramenant tout le groupe vers les murs de champignons, en convainquant le reste des hommes et en grimpant avec eux jusqu'à la zone de démolition. Peu de temps après, les ouvriers entendent effectivement des voix de l'autre côté. Il s'avère que la belle-fille d'Axel s'était inquiétée et avait mis sur pied l'équipe de recherche en privé, raison pour laquelle ils étaient si rapides. Tout le monde a été sauvé et la jeune femme a été déclarée héroïne par les hommes. Notre protagoniste se demande un moment si une héroïne n'est pas trop bien pour lui, mais lorsqu'elle le prend dans ses bras et l'embrasse, consciente de l'exploit qu'elle a dû accomplir pour convaincre Axel de l'écouter, il se dit qu'il est temps de passer à autre chose. Et c'est la fin de la story. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit résumé. Axel Lindenbrock veut réaliser le rêve de son oncle et atteindre le centre de la Terre grâce à un tunnel percé. Notre protagoniste est engagé pour diriger la construction du tunnel. Comme ça va trop lentement pour Axel, notre protagoniste est obligé d'apprendre à connaître de nouvelles machines et se coupe de plus en plus du monde et de sa bien-aimée. Finalement, le projet d'Axel est pressé par le temps et les hommes doivent maintenant creuser à pic vers le bas. Ce faisant, le tunnel s'effondre derrière eux, mais Axel insiste pour continuer à creuser, ce qui leur permet d'atteindre les forêts de champignons sous terre et d'être en sécurité pour un moment. Alors que les dangers deviennent encore plus grands, notre protagoniste persuade Axel de faire demi-tour, et c'est ainsi qu'ils finissent tous par remonter à la surface. Please note that everything presented here is simply the results of an experiment. No part of this presentation is intended as a correction of an existing story or claims to be the real story. The selection or omission of any parts of the source material is not to be understood as commentary, positive or negative, on the original productions. These are simply thoughts and experiments based on existing material, and none of it could be created without the work of all those involved in creating the original works. As with any scientific result, you may utilize any of the story ideas that resulted from these experiments for your own experiments or production, while citing this experiment as its source. It is now closing time for our lab. Goodbye until next time.